Welcome for this session entitled Energy Communities. This session is the third session of the conference entitled Energy Communities for Collective Self-Consumption Framework, Practice and Tools. And this session is dedicated to skills and tools to support energy communities. Donc, bienvenue à tous à cette conférence intitulée Energy Communities for Collective Self-Consumption Frameworks, Practice and Tools. Donc, cette session sera dédiée à l'étude des compétences et des outils pour aider, assister les communautés énergétiques, et nous aurons 4 présentations. La première présentation tournera autour des questions de compétences, autour des Energy Communities. La deuxième intervention traitera de questions de modélisation des acteurs et des processus qui auront des aspects qualitatifs jusqu'aux aspects quantitatifs. Après, on aura 2 présentations plus quantitatives, une troisième portant sur des outils d'aide à la modélisation, à l'optimisation et à la décision dans des processus multi-acteurs d'échange d'énergie à l'échelle des quartiers pour valoriser la chaleur fatale. Et la 4e portera sur des outils d'aide à la valorisation du potentiel de panneaux photovoltaïques et de calcul de dimensionnement des installations. So, the first presentation will discuss about the skills needed around energy communities. The second one is modelization work going from qualitative modelization to quantitative modelization in order to assist energy communities. The 2 last are more quantitative. The third will show you how we can modelize and build decision tools in energy processes in which we have multiple stakeholders applied to valorization of heat at district level. And the last one is about tools to help energy communities to design their photovoltaic installations. So it's now time to let the first speaker talk. The first speaker is Yael Zakaria. She is a research associate at the University of Bristol. She's working on a national skills needs assessments as part of the Energy REF project. So, Yael, it's now to you to present our work. Hi, everyone. So today I'll be presenting my work on skills needs for community energy projects that I carried out with Rosanna Chichian. This research is part of the Energy Revolution Consortium, which has been formed to help drive forward research and innovation in smart local energy systems. And smart local energy systems can be defined as those governed by digitalization, decarbonization, decentralization, and democratization. And these are comparable to many community energy projects that exist already, so they're not an entirely new concept, but there is emphasis on using smart technologies to manage the system or innovative business models and energy tariffs or energy trading. And the wider project is looking at various elements of this transition to smart local energy systems. There are teams working on policy and technology, amongst other things. But at the University of Bristol, we're looking into skills needs and training provision with the final goal of setting recommendations to UK government on the training or standards and incentives to put in place to ensure that skills are available for a sustainable future. So what is a skill shortage? I think this typology does a good job at explaining the relationship between skill demand and supply and where the skill shortage lies. So we can see that an economy can be in equilibrium when the supply and demand of skills are the same, and this can be high or low, and is more likely to be low if you're in a local or rural economy. And there's also the case of a skill surplus when the supply exceeds the demand. For example,
if there's an economic downturn or a recession and there's educated and qualified individuals who are unable to find work. And then the skill shortage lies where the demand is higher than the supply. And this is defined as a mismatch between the availability of human resources and the requirements of the labour market. This can be seen in unemployed individuals who do not have the qualifications, knowledge or experience to obtain a job, as well as individuals who are employed but they don't have the right training, so they can't perform a task well. And the work we're doing on skills is about supporting the scale-up of smart local energy systems, so transitioning to an energy industry from centralised fossil fuel-based systems to smart local, low-carbon systems will require updated skill profiles. You have newly emergent occupations, which will be brought about by technology and policy change. There's greening of existing occupations and also pathways from those working in conventional energy occupations to transfer their skill sets to alternatives in the low-carbon industry. And what we're trying to learn is, what are these skills? Where are they needed? In what quantity? Do they already exist? If not, how should training be provided? And the reason that this is important is because skill shortages mean individuals cannot be assigned to jobs as they don't have the right requirements, and this causes high levels of unemployment, or individuals are not assigned well to jobs, which leads to poor productivity as jobs are being done badly, and it creates more problems in the future. But let's also remember that it's not only about skills provision, and we also need standards in place to ensure that skills are of high quality and policies to incentivize acquiring these new skills or to ensure that there's demand for these skills as well. So we plan on carrying out case studies with smart local energy system demonstrators, and there's 4 of these in the UK, as well as other key stakeholder groups like local authorities. But we began conducting interviews with community energy representatives. Initially, we had planned to distribute a questionnaire, but realised that the amount of information we were hoping for would not be attainable. Interviews also good to allow more conversation to flow, and you can pick up on certain points that might come up. We interviewed 8 individuals from organisations that help communities develop projects, and we call these people enablers. And we also interviewed 4 members of community energy groups. The interviews usually lasted between half an hour and 1 hour, usually in person, but if not, then over the phone or through a video call. And we covered what skills and knowledge are needed in developing and maintaining the project. So from establishing the group to planning to installation, maintenance. And we also asked whether any skill shortages they've noticed. So this could be tasks that they did not know how to do, or if they procured expertise, was there a task that this person could not carry out well. We also asked what are the barriers that they faced and what are the factors that help them. We spoke about training provision, what needs to be taught to who and how, stakeholders that are involved in the project, as their skill development will also be part of our project scope. And in the scale up of more community energy projects, we're asking in the future, both short term in the next few years and in long term in 5 to 10 years, what do you think will be needed to be known? Can you predict any skill shortages, and what factors would support community energy in the future? And lastly, we asked a final question, which was, if you had a bottomless pit of money, how would you invest it in order to drive the transition to smart and local energy systems? Answers to this question insinuate what's the most important issue that needs to be addressed now. We transcribed the interviews as they were all recorded, and then we used a qualitative data analysis software to code the transcriptions. And you can see here the themes that emerged in rough size order of how much conversation was attributed to each theme. And I'll go through a few of these now. So the workforce skills and training theme covers the overall considerations and observations and issues related to knowledge, skills, training and procurement. It was noticed that engaging in community energy projects helps to develop skills, especially in management, finance, using the renewable technologies and systems. And by giving members of the community the opportunity to learn
and to be engaged in community energy increases their interest to do more work in this area. So you have a positive feedback loop. And on that note, any training for the community should be practical, like through apprenticeships, and also local and sponsored to make it accessible for everyone. When developing the project, most skills were found in the community, but the nature of volunteering within groups makes it quite hard to retain these individuals. And that being said, both the community group members and the enablers highlighted that not all the skills are needed within the community. You need to procure some of these from professionals like lawyers or consultants and technicians. But essentially the issue is around having funds to either pay individuals who contribute to the project and also pay professionals when procuring expertise. So for the community, what is needed is an understanding of the technologies, as it's usually the community who will be maintaining them. And unless the project is being managed by an intermediary or by an enabler, you'll need an understanding of the industry to some extent in order to negotiate with stakeholders and contractors. As some individuals we spoke with had bad experiences of being overcharged for services, for example, as they didn't have this prior experience. And of course, other soft skills like communication are always important. Discussion in the theme of technology was less about the technology itself, as this is considered to be already available, but rather the issues that came up were related to political, societal, and financial factors. And in the UK, the cuts to the feed-in tariff for solar PV had created a skill surplus of solar installers, and community groups who based their business models around solar had to rethink their projects. So clear regulation is really crucial to develop the sector and make the technologies affordable and encourage their use. There's also a level of behavioural change that needs to occur, as some people are sceptical still about renewable technologies and they don't see their benefits. So here training is needed to be available to the wider population on how to use smart technologies like smart meters and why they're important. And this is especially important for older generations. And lastly, we need investment into the infrastructure on a large scale. But simultaneously, you need to make sure that the workforce is prepared to avoid a mismatch in skills. And interviewees mentioned that there is a lack of whole systems understanding, how a multifaceted energy system comes together, how the elements affect each other. So this is training required in universities, but also in non-academic institutions that teach energy system integration in a practical environment. And some individuals we spoke with said that engineers fresh out of university, for example, haven't got these hands-on skills as their education is confined to lecture halls. So the emphasis is again on apprenticeship style teaching that is not siloed just to one part of the industry. Within project management, the requirements were found to be a balance of soft skills and specialized skills that you would have from experience in similar projects. You need to be able to build trust with different stakeholders and also with other members of the community, and this requires communication engagement, also tools to market and publicize the project. And these were both areas that were found to be in shortage currently. Also within some communities, having the confidence in engaging with the energy system was an issue. But as I mentioned before, by encouraging community members to be involved opens more opportunities to progress in the sector and help individuals overcome a lack of confidence and leadership skills. And the cuts to the feed-in tariff that resulted in many groups having to change their business models that were based on solar has proved the importance of the ability to be flexible and shift models and be opportunistic and entrepreneurial. And finally, it's important to be able to perform risk assessments, looking at both financial and societal risks, managing energy contracts, carry out feasibility studies to ensure that your plans are robust and viable and worthwhile, and if not yourself, then to be able to procure this expertise, which feeds back again into having good communication and negotiation skills as well as industry knowledge. And the last theme I'll touch on is funding and finance. So whilst financing projects has been a difficulty for some groups, almost all of the individuals we spoke with had success in getting grants. So access to money is a definite unlocking factor to develop all the project ideas that a community might have, but some commented that enough money exists
and rather the issue lies with adopting good business models or flexible financing options that can guarantee consistent revenue streams, or developing a community fund to achieve enough capital in the first place. And key skills in this area for the community energy groups are accountancy, financial modelling, fundraising, business model development, although financial modelling was reported to be a skill shortage, and accounting expertise was said to be quite difficult to find or very expensive to procure. And I think these parts of the project are often carried out by enablers or intermediaries. Now, with all of these findings, we're aware that we've only spoken with 12 representatives of the community energy sector. So we need to build consensus around which skills are needed, which may be in shortage, where training is needed, how helpful policy or more funding or other factors would be. So our immediate next step is to distribute a survey that we have put together with the collated findings from the interviews. And for more practitioners in the community energy space to provide their insight through completing this survey, we can hope to see where there's agreement and more certainty around some issues, and also uncover more elements that maybe didn't come out of the interviews. And I can post a link of the questionnaire in the chat later on. Secondly, another form of consensus building is cross-analysing the interviews with different stakeholder groups. We've completed interviews and finished the analysis from 10 members of local authorities across England, and there's already some overlap between that set of interviews and those that we did with the community energy group members. And both groups also mentioned quite a lot about energy efficiency in buildings and building retrofits, so these points can be covered in the interviews with building practitioners too. And in this way, we can triangulate the issues raised, especially where they concern each other. For example, both individuals we interviewed from local authorities and community energy groups said that they have commissioned building retrofit work, and that's been poorly done, especially with installations. But when we spoke with a building practitioner, the perspective was not that there's a lack of skill amongst builders, but rather that there's bad management by contractors and other systemic issues. And lastly, we have access to a large corpus of labour market data. This is provided by a company called Burning Glass Technologies, who web scrape online job postings. And from this, we can learn from a wider national database what the skills, education and experience requirements are for relevant occupations, and how this varies in different regions. And we can also model these trends, trends in skill demand or salaries over the years or between localities, and look at which conventional energy jobs use similar skill sets as those in smart energy system development to map career pathways for these occupations that will have lower demand as we phase out carbon intensive activities. And that's all from me. Thank you for listening. Thank you a lot, Mrs. Zekaria, for this very interesting talk. And I'm very happy to see this contribution to the conference focused to the skills. Thank you a lot. You can ask your question in the chat, and at the end, after the discussion of Julien Pouget, we will have the opportunity to present the questions to the speakers. Let me now introduce the next speaker, which is Lou Morier. Lou is a PhD student at the G2E Lab, Laboratoire Génie Électrique de Grenoble, where she the subject of her PhD is a methodology for identification of actors, modelization of actors. And she will present us a paper entitled Qualitative Analysis to Model Energy Sharing. So Lou, it's now Merci. It's up to you. Thank you, merci. Donc effectivement, je réalise ma thèse au laboratoire de génie électrique sur la modélisation et la conception d'outils pour les projets énergétiques, pour la conception des projets énergétiques, et à la fois au laboratoire PACT en urbanisme sur les acteurs autour des projets énergétiques.
Ce que j'entends par projet énergétique, c'est donc la production et la récupération locale d'énergie sur place. Et l'idée, donc, c'est de proposer de contribuer à la conception de modèles pour les projets énergétiques. So first, I will briefly speak in English to summarize my presentation, and then I will go back to French. So the idea of my global work is to be able to propose modeling tool for energy project. And what I mean with energy project is a local production and energy recovery and local exchange between different stakeholders, and which means that we have like more stakeholders involved in the projects, and they have an impact on the project, and they are not taken into account at all. Not at all. They are not taken into account explicitly in the models. And the idea is how we can contribute to model the constraint and the objectives of the stakeholders to be able to support them with more effectively. And to do that, the idea is to base our work on social research, as I will explain later, to contribute to the model. Donc là, je vais repasser en français. Donc, ce que je disais, c'était que les outils d'aide à la conception aujourd'hui sont principalement technico-économiques et ne vont pas chercher à expliciter dans la modélisation le lien entre les choix qui sont faits et les différentes parties prenantes. Et dans les phases de pré-design, en fait, les acteurs vont avoir vraiment un rôle et chaque acteur va essayer de porter son point de vue sur le projet, ce qui va transformer la forme du projet. Et donc, l'idée serait d'intégrer dans les modèles les acteurs, mais surtout les raisons pour lesquelles ils décident d'orienter le projet vers une certaine position. Et donc, les slides suivantes vont essayer un peu plus de vous présenter quel type de modélisation, donc comment on peut chercher à modéliser ces acteurs, parce qu'on ne va pas pouvoir tout modéliser. Donc, tout d'abord, qui on va chercher à modéliser pour accompagner donc toujours la conception de projet. Donc, ce sont pour nous les parties prenantes qui vont avoir une influence sur la forme finale. Donc, ça veut dire qu'il y a plein d'acteurs qui vont en fait être impactés par le projet, mais qui ne sont pas décisionnaires dans la conception du projet. Et c'est pour ça qu'on ne va pas forcément chercher à les prendre en compte. La deuxième question, c'est comment on pourrait les prendre en compte, parce qu'il y a plein de manières de pouvoir les prendre en compte, ces différentes parties prenantes. Et on va s'attacher simplement aux raisons pour lequel le projet prendra telle ou telle forme. Et donc, d'un point de vue des outils d'aide à la décision, notamment les outils d'optimisation qui sont utilisés en phase amont, en phase amont dans la conception, on peut s'attacher donc aux contraintes et aux objectifs des parties prenantes. Les contraintes vont en fait réduire l'ensemble des possibilités du système. Par exemple, si on prend un consommateur qui a la contrainte de consommer à un moment, en fait, il va falloir adapter le système de production pour répondre à cette contrainte si c'est bien une contrainte. Et d'autre part, on a les objectifs, qui est une autre raison qui vont amener à la forme finale du système. Et les objectifs vont plutôt orienter le projet. Par exemple, un acteur peut dire qu'il va préférer minimiser la production, les émissions de CO2 pour le projet, et donc on va réorienter la forme du projet. Pour préciser, en fait, ces contraintes et ces objectifs, elles sont portées différemment par les acteurs. Et donc, nous, ce qui nous semble aussi intéressant de mettre en évidence dans la modélisation, c'est de dire qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a les opérateurs qui seront liés
a un système technique. Donc, par exemple, un consommateur a son habitation et tous ses éléments de consommation. Un producteur a ses unités de production. Et donc, eux, ils auront des objectifs et des contraintes qui vont se porter sur ces unités énergétiques. Et après, on a donc ce sont les opérateurs-acteurs, les acteurs-opérateurs. Et d'autre part, on a plutôt les régulateurs qui vont en fait ajouter des contraintes, mais de manière générique sur le projet. Et donc, on peut penser, par exemple, à la réglementation. On verra plus tard, par exemple, les lois sur l'énergie, ou plus précisément, un acteur un peu plus local qui va soutenir un projet, mais sous la condition de. Donc là, je vous ai présenté vraiment la partie comment on pourrait penser la modélisation dans un modèle, la modélisation donc des parties prenantes et principalement en fait des raisons pour lesquelles leurs raisons pour lesquelles elles décident de la forme du projet. Et donc, la suite, en fait, c'est de dire comment on arrive à identifier ces raisons. Et donc, c'était un peu le cœur de cette présentation, c'était de proposer une méthodologie, donc basée sur de l'analyse qualitative, pour arriver à la fois à identifier les acteurs, à identifier les raisons, donc qui seront les contraintes, notamment les contraintes et les objectifs, pour au final proposer une bibliothèque de modèles pour accompagner, à intégrer dans un outil de la conception pour accompagner les projets. Et donc pour ça, dans le cas dans lequel on verra le cas d'étude que je présenterai juste après. Donc on a je me suis basée sur des interviews réalisées par des chercheurs en sciences sociales dans le cadre du projet EcoCESA, mais aussi, et c'est peut-être une petite différence par rapport aux recherches en sciences sociales, je me suis directement basée sur des monographies réalisées dans des thèses, et notamment celle de Flora Aubert, qui a fait sa thèse à Paris-Est en aménagement de l'espace et d'urbanisme. Et donc, à partir de ces monographies, l'idée, c'est, je répète, d'identifier les acteurs, d'identifier les contraintes et les objectifs, et ça via un outil d'analyse qualitative NVivo. Et à la fin, en fait, l'idée, c'est d'arriver à extraire ce qui est quantitatif, donc modélisable ou pas, pour savoir, parce que tout n'est forcément pas modélisable. L'idée de la suite, en fait, c'est d'appliquer cette méthodologie pour arriver à constituer la bibliothèque de modèles sur un cas d'étude. Donc, le cas d'étude, sur un cas d'application. Le cas d'application, c'est un projet participatif situé en France. Et donc, c'est une communauté énergétique qui a porté un projet d'échange d'énergie. Donc le projet, donc les habitants, il est constitué d'une communauté énergétique, donc qui a des parties communes et des panneaux photovoltaïques, qui a aussi 11 logements individuels qui forment des ménages. Et l'idée, c'est de partager de l'énergie sur place. Et au début, ils ne savent pas exactement comment. Donc, la première étape, c'est d'identifier les parties prenantes. Donc, vous voyez sur la slide la liste des parties prenantes qu'on a pu récupérer sur les entretiens et sur la monographie. Mais, c'est la liste des acteurs, justement. Et dans tous ces acteurs, tous ne vont pas, en fait, avoir un impact sur la forme du projet. Et donc, on a, par exemple, la mairie qui ne va pas du tout donner son point de vue sur le projet énergétique. On a l'électricien et donc le Consuel, qui est une association qui vérifie la réglementation, qui vont en fait simplement vérifier que les normes sont bien respectées. Donc, elles ne vont pas avoir de décision propre. Et ensuite, on a les associations et les entreprises qui vont servir simplement d'informateurs sur qu'est-ce qu'il est possible de faire sur les nouveaux projets énergétiques locaux, mais qui ne vont pas jouer le rôle de partie prenante sur la décision du projet. Ensuite, l'idée, comme je vous ai dit, c'est d'arriver à différencier les acteurs opérateurs et les acteurs régulateurs. Et là, l'idée, donc, c'est d'essayer de catégoriser ces différentes parties prenantes. Donc, on a notamment les ménages les consommateurs, qui sont regroupés en ménages, qui ne sont pas des personnes
qui sont pas des habitants propres des consommateurs, mais c'est le groupe qui est consommateur, c'est le ménage, excusez-moi. Après, on a les consommateurs ou prosumers qui vont être la communauté énergétique, qui vont à la fois avoir les panneaux photovoltaïques et à la fois avoir les parties communes. Et enfin, on va regrouper le fournisseur et le gestionnaire réseau sur un unique qui en fait s'occupent tous les deux du réseau de distribution basse tension. Et d'autre part, donc on a en Public Authorities la loi. Donc là, on a vu comment on arrive à identifier les parties prenantes et si elles correspondaient ou bien aux catégories qu'on proposait dans nos travaux précédents. L'étape suivante, c'est donc d'identifier les objectifs et les contraintes pour chaque partie prenante. Donc pour ça, l'idée, c'est de se baser toujours sur les textes. Donc, on va se baser sur des phrases qu'on appelle verbatim et d'arriver à en extraire les objectifs et, si possible, de proposer une modélisation qui pourrait être vraiment associée à cet acteur dans la bibliothèque. Et donc là, par exemple, pour la communauté énergétique, l'électricien dit que le souhait du collectif, c'est d'autoconsommer au maximum. Et en fait, sur ce projet, ce sera l'objectif principal porté par la communauté de maximiser l'autoconsommation. Et donc, on arrive à le transformer dans le modèle. Un autre exemple, c'est donc la loi européenne qui va vraiment transformer le projet, on le verra juste après, qui va en fait dire qu'il est nécessaire d'avoir un compteur par habitation pour que chaque consommateur puisse choisir librement son fournisseur d'électricité. Donc, les consommateurs ne pourront pas échanger de l'énergie comme ils le souhaitent. Et enfin, parce que c'est important par la suite, la communauté énergétique, au fur et à mesure des discussions, on voit qu'il y a un nouvel objectif qui sort, qui est de minimiser les coûts liés à la production locale d'énergie. Donc là, l'idée, c'était effectivement de vous présenter un applicatif de la méthodologie. Comment on identifie les acteurs, comment on identifie leurs contraintes et leurs objectifs. Et là, c'est de vous montrer l'impact en fait que peuvent avoir ces objectifs et ces contraintes et pourquoi il est effectivement nécessaire de les modéliser. Et donc, on reprend notre projet avec une représentation graphique. La communauté énergétique, les ménages, la communauté énergétique, les différents ménages, le fournisseur et le régulateur. Et en fait, le premier objectif, ça va être de maximiser l'autoconsommation. Donc, on va proposer une autoconsommation directe. Mais ce qui va se passer, c'est que la loi interdit cette autoconsommation directe. Donc, on va changer la forme du projet pour passer par le réseau de distribution. Mais en fait, il y a un autre objectif qui est très fort dans le projet, qui est de minimiser les coûts liés à la production. Et donc, l'idée, c'est de proposer une consommation directe via des ballons d'eau chaude. Pour conclure, l'idée de mes travaux, c'est de contribuer à la modélisation de projets énergétiques pour accompagner les parties prenantes sur la conception des projets. Pour cela, nous proposons d'expliciter les décisions des acteurs et par acteurs dans les outils d'aide à la décision. Et donc, on propose une méthodologie dans ce cas de cet article pour identifier les parties prenantes, repérer et différencier les raisons portées par les acteurs qui amènent à changer la forme du projet et formuler les contraintes et les objectifs textuellement puis mathématiquement dans le but à la fin de proposer une bibliothèque de modèles. So to conclude, the idea is to contribute to the modeling of energy project for better support of stakeholders. To do so, we would like to propose a way to explain the decision of stakeholders in decision support tool. To contribute to this article proposes a methodology in order to identify stakeholders, identify constraints and objectives of stakeholders, in order to propose a library of models. Merci. Merci Lou. Merci d'avoir rappelé effectivement que tu es aussi doctorante au laboratoire PACT, ce qui est très important vu qu'on est dans un esprit interdisciplinaire et j'espère que vous apprécierez qu'effectivement on est passé d'un premier exposé orienté compétences et donc dimension humaine à un deuxième exposé qui fait la jonction entre les acteurs, l'humain et les outils quantitatifs, qui va me permettre de passer la parole au troisième orateur qui est Sacha Audingue, qui est lui
doctorant au G2E Lab, qui s'intéresse, qui a travaillé sur les problèmes de modélisation et d'optimisation à l'échelle quartier de la chaleur fatale. Et c'est un travail qui est publié entre le laboratoire G2E Lab et le laboratoire LUCI de l'Université de Mont-Blanc. Donc, je te passe la parole, Sacha, pour 15 minutes. Merci. So yeah, I'll speak in French, but the slides are quite detailed and they are in English. Donc merci encore. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente du coup ce travail collaboratif entre l'Université Grenoble-Alpes et l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui s'articule bien, qui prend bien la suite de ce qu'a pu présenter Lou juste avant. Donc une analyse technico-économique multi-acteurs de la conception d'un système de valorisation de chaleur fatale sur réseau de chaleur. Donc on va voir ce qu'on entend par là. Dans cette communication, ce qu'on cherche à proposer, c'est une conception plus performante d'un système de valorisation de chaleur fatale dans une étude de cas réelle, et ce à travers une approche multi-acteurs. Donc les objectifs principaux de l'étude ont été d'abord d'identifier la configuration d'acteurs la plus prometteuse pour le projet, d'identifier aussi le critère de sélection qui facilite le plus grand nombre d'accords entre acteurs, identifier également la conception la plus prometteuse pour le système de valorisation de chaleur, et enfin, suggérer des outils de visualisation de l'information pour faciliter les négociations entre les acteurs. Donc pour ce qui est du plan, je vous présenterai le cas d'étude, la méthodologie suivie et les résultats principaux. L'évolution des réseaux de chaleur vers les nouvelles générations à plus basse température de distribution de la chaleur a permis l'intégration de nouvelles sources telles que les énergies renouvelables et les énergies de récupération. Les différents types d'énergie et les nombreuses possibilités d'interconnexion entraînent une diversité d'acteurs dans les projets urbains qui nécessitent aujourd'hui une approche multi-acteurs pour identifier les solutions les plus pertinentes. En effet, à chaque acteur, sa propre zone de responsabilité et ses priorités qui peuvent se traduire par des indicateurs de performance différents. Donc un nouveau système énergétique qui arrive dans un scénario, il peut se raccorder à différentes unités énergétiques et s'intégrer aux objets techniques sous la responsabilité d'un acteur ou d'un autre. Ces problématiques et d'autres autour du multi-acteur, elles ont été signalées par plusieurs auteurs. Donc, par exemple, Inker, qui a mis en évidence un écart d'optimalité socio-technique entre la solution finale et celle optimisée d'un point de vue technique, ou De Bizet et Tabourdeau, qui mettent en évidence l'importance de considérer la répartition des systèmes techniques dans les projets énergétiques urbains avec l'assemblage des nœuds socio-énergétiques. Donc, notre communication, elle porte sur un cas d'étude réel, comme je disais, à Grenoble. Il s'agit de récupérer de la chaleur fatale issue du laboratoire national des champs magnétiques intenses, le LNCMI, c'est-à-dire la chaleur qui est dissipée par les électroaimants du laboratoire et qui est aujourd'hui évacuée dans l'Isère, la rivière voisine. L'idée, c'est de l'injecter sur le réseau de chaleur existant aujourd'hui dans le quartier de la Presqu'île. Donc, c'est ce qui est présenté sur cette figure, ici avec le LNCMI, la compagnie de chauffage ici, et du coup un système de valorisation entre les deux, et on voit les différents domaines, différentes zones de responsabilité des différents acteurs. Pour récupérer cette chaleur, du coup, on peut mettre en place un système de valorisation de chaleur fatale. L'idée, c'est de connecter les deux systèmes au moyen d'une part d'une unité de stockage thermique et d'autre part d'une pompe à chaleur lorsque celle-ci est nécessaire pour rehausser la température. 4 scénarios multi-acteurs ont été envisagés en fonction de qui est le propriétaire du système de valorisation. Donc soit le LNCMI, soit la CCIAG, la compagnie de chauffage de Grenoble, soit les deux ensemble en un consortium, ou enfin, soit un tiers externe et non identifié pour le moment. Pour ce qui est de la méthode qu'on a adoptée, le travail a d'abord consisté à optimiser le pilotage du système sur une année, avec l'objectif de valoriser le maximum de chaleur fatale. Cette optimisation a été faite avec l'outil d'aide à la décision Omegalp. Omegalp, c'est un outil d'optimisation linéaire pour la génération de modèles de systèmes énergétiques de l'échelle bâtiment à l'échelle quartier. C'est un outil qui est développé en open source au G2E Lab. Et pour l'analyse de ce cas d'étude, des bilans énergétiques et des bilans économiques ont été appliqués unité par unité. Les différentes unités, c'est d'abord les électroaimants du LNCMI, l'unité de dissipation de chaleur ici dans la rivière, l'unité de stockage thermique, la pompe à chaleur, encore une fois, lorsqu'elle est nécessaire, les centrales de production de chaleur qu'on a ici, le réseau de chaleur,
Et enfin, les sous-stations du réseau qui alimentent directement les consommateurs. Une fois les flux d'énergie, ça va passer d'une slide. Une fois les flux d'énergie et de liquidité connus pour chaque unité, des indicateurs de performance du système de valorisation est évalué au cas par cas, donc selon les acteurs considérés ou selon les objectifs. La conception du système de valorisation est à optimiser en choisissant une température d'entrée parmi 3 possibles, donc 35 degrés, 50 degrés et 85 degrés, et une capacité de stockage thermique parmi 5 possibles entre 0 et 40 MWh. Et enfin, les critères d'optimisation sont la performance énergétique et la rentabilité économique, définis d'une façon unique pour chaque acteur, au cas par cas. Et les frontières de ces définitions, elles changent en fonction du nœud socio-énergétique auquel le système appartient, et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Et la présentation vient d'être rendue disponible avec les autres. Donc là, ce qui est présenté sur cette slide, c'est la forme du nœud socio-énergétique pour le LNCMI, à gauche dans le cas où le LNCMI est propriétaire, et à droite dans le cas où il est non propriétaire du système. Donc d'abord, s'il est propriétaire du système, le système de valorisation s'intègre dans son nœud socio-énergétique directement, avec les unités déjà existantes, c'est-à-dire les procédés électromagnétiques, notés HMF pour High Magnetic Field, et les unités de dissipation de la chaleur, HDU. La mise en place du nouveau système entraîne bien sûr un coût d'investissement supplémentaire et un coût de fonctionnement en raison de l'électricité consommée par la pompe à chaleur. Et la chaleur valorisée par le nouveau système sera ensuite vendue à la CCIAG, fournissant ainsi des revenus au LNCMI. Du coup, le bilan entre les revenus et les coûts d'opération et de maintenance est actualisé au moment d'acquisition du système, au moyen du facteur de récupération du capital, qui est noté ici, et ensuite confronté au coût total d'investissement. La différence entre les deux correspond à la valeur actuelle nette du projet de valorisation de chaleur fatale, et ce sera du coup le critère économique dans le cas du LNCMI propriétaire. Si par contre le LNCMI n'est pas propriétaire du système, il vendra la chaleur fatale directement au propriétaire du système de valorisation, qui peut être soit la compagnie de chauffage, soit un tiers. Et la valeur actuelle nette du projet pour le LNCMI, dans ce cas, elle est beaucoup plus simple à évaluer et elle est par définition positive. Et concernant la performance énergétique, le taux de récupération correspond à la chaleur fatale récupérée par rapport à la chaleur fatale totale. Et cet indicateur se définit toujours de la même façon que le LNCMI soit propriétaire ou non du système. Maintenant, on passe au nœud socio-énergétique pour la CCIAG, la compagnie de chauffage. Donc, si elle est propriétaire, c'est ce qu'on voit là, elle intègre le système de valorisation. La mise en place du système, elle entraîne les mêmes coûts d'investissement et d'électricité consommée que ceux qu'on a vus dans la slide précédente sur le cas du LNCMI. En plus, la chaleur fatale est achetée au LNCMI, ce qui peut entraîner des négociations sur son prix. Par contre, la CCIAG profite de 2 bénéfices. D'une part, des bénéfices directs issus de la vente de la chaleur aux utilisateurs finaux du réseau, et d'autre part, des bénéfices indirects grâce au combustible qui est épargné dans les centrales de production de chaleur. Le projet entraîne donc 4 sources de coûts, à savoir l'investissement, la maintenance, l'achat d'électricité et l'achat de chaleur fatale, et 2 sources de bénéfices, la vente directe de chaleur et l'économie de combustible, à confronter pour connaître la valeur actuelle nette du projet, donc le critère économique. Si par contre la CCIAG n'est pas propriétaire, les coûts d'investissement et de maintenance et de l'électricité et ceux de la chaleur fatale ne sont pas de sa responsabilité, et dans ce scénario-là, les bénéfices proviennent de l'achat de chaleur valorisée et sa revente postérieure aux utilisateurs finaux, ainsi que les bénéfices indirects dont on parlait d'épargne de combustible. Et enfin, l'indicateur énergétique pour la compagnie de chauffage, il est toujours le même. Il tient compte des besoins résidentiels couverts par la valorisation de chaleur, c'est-à-dire le rapport entre la chaleur injectée sur le réseau et les besoins totaux de chaleur du réseau. Et on va finir la méthodologie sur cette slide qui présente les nœuds socio-énergétiques dans le cas d'un tiers investisseur et d'un consortium. Ces 2 acteurs, ils n'existent pas encore dans le cas d'étude, donc leur insertion elle est envisagée qu'en termes de propriétaire du système. L'indicateur économique, il a donc une seule définition pour ces 2 acteurs. Pour le cas du tiers qui est présenté ici, la faisabilité économique du système s'évalue de la même façon que pour le LNCMI propriétaire,
À une différence près, le tiers doit acheter la chaleur fatale au LNCMI, ce qui entraîne un coût additionnel. Et l'indicateur énergétique du projet pour le tiers, lui, il évalue la quantité de chaleur valorisée par unité de chaleur fatale disponible. Et enfin, la formation d'un consortium entre le LNCMI et la CCIAG, elle agrège les bénéfices directs de la vente de chaleur valorisée et les avantages supplémentaires des deux acteurs. C'est-à-dire, d'une part, le LNCMI met sa chaleur fatale à disposition pour un coût nul, et la compagnie de chauffage, elle mutualise ses bénéfices indirects issus de l'épargne de combustible. Donc ça augmente les bénéfices nets totaux du projet, mais ils sont bien entendu à répartir en fonction de la participation de chaque membre du consortium. L'indicateur énergétique, dans ce cas-là, c'est le produit entre les deux indicateurs d'intérêt pour le LNCMI et la compagnie de chauffage. Donc ça conclut la présentation de la méthodologie. Et maintenant, pour ce qui est des résultats, vous voyez deux figures qui affichent l'évolution des indicateurs énergétiques et économiques pour les LNCMI. Donc à gauche pour les LNCMI, à droite pour la CCIAG. Le critère énergétique est représenté sur l'axe des abscisses, ici, et le critère économique sur l'axe des ordonnées. Les résultats ils sont présentés en trait continu pour le cas propriétaire et en pointillé pour le cas non propriétaire. Et les différents points, enfin, correspondent aux tailles de stockage entre 0 et 40 MWh, les trois couleurs aux trois températures possibles, 35, 50 et 85 degrés. Pour le LNCMI, d'abord, on constate que toutes les conceptions ne sont pas faisables au niveau économique, surtout à basse température. En effet, en augmentant la taille du stockage, les bénéfices liés à la valorisation de chaleur sont, à partir d'un certain point, surpassés par les coûts d'investissement additionnels. Et les résultats les plus prometteurs, ils apparaissent clairement à la température de 85 degrés, mais les capacités de stockage thermique optimales, elles diffèrent en fonction de l'objectif. Dans le cas du LNCMI non propriétaire, la capacité de stockage de 40 MWh est la plus avantageuse, et quand il est propriétaire, il privilégiera 40 MWh d'un point de vue strictement énergétique, et l'économie, elle suggère plutôt 10 MWh en termes d'optimalité. Et entre 10 et 40 MWh, ce qu'on observe, c'est des fronts de Pareto sur ces cas. Pour la CCIAG maintenant, à droite, donc le LNCMI, c'est le Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, c'est celui dont on récupère la chaleur. Pour la CCIAG à droite, le projet est toujours rentable grâce aux bénéfices indirects additionnels. Cet acteur est contraint de bien évaluer le compromis énergie-économie, qu'il soit propriétaire ou non, car dans les deux cas, les optimums monocritères, c'est-à-dire énergétiques ou économiques, diffèrent complètement. En effet, le critère énergétique suggère 35 degrés et 40 MWh, alors que le critère économique recommande 85 degrés et 10 MWh, propriétaire ou non. Et enfin, les résultats côté consortium et tiers. Donc, ce sont les mêmes figures, à gauche pour le tiers, à droite pour le consortium. Pour le tiers, plusieurs conceptions du système ne sont pas faisables du point de vue économique. C'est logique, puisque le projet implique pour le tiers un coût additionnel par rapport au LNCMI. Et le critère énergétique signale comme optimum 35 degrés avec 40 MWh. L'économie, elle signale 85 degrés avec 0 MWh. Et entre ces deux solutions, il y a des compromis Pareto optimaux à 35, 85 et 50 degrés, dont seuls certains sont économiquement faisables, ceux à 85 degrés. Et enfin, pour le consortium, le projet est toujours rentable. Et comme on a vu dans d'autres scénarios, les optimums monocritères se situent, eux, à 85 degrés. Donc, je vais vous présenter à présent les résultats finaux. L'analyse technico-économique pour chaque acteur, elle a donné une liste de solutions optimales, qui se résume avec 4 conceptions possibles. D'une part, 35 degrés de température de chaleur fatale avec un stockage de 40 MWh, ou bien 85 degrés de température avec des stockages de 40, 10 ou 0 MWh. Donc ça, c'est selon les acteurs et leurs objectifs. Et ensuite, on peut confronter les choix entre acteurs. Et pour ce faire, on propose la matrice d'analyse croisée qui est présentée ici. Cette matrice, elle provient de la confrontation de chacune des solutions optimales pour un acteur avec celle des autres acteurs. Donc LNCMI, CCIAG, tiers, consortium, critères énergétiques, critères économiques et propriétaires ou non. Les cellules vertes, elles signalent un accord direct quant à la conception du système. Les cellules jaunes, orange et rouge, elles signalent respectivement des besoins de négociation autour de la capacité de stockage, une température d'entrée à négocier ou alors les deux paramètres à négocier. Et on peut alors faire différentes observations à partir de cette matrice. Le critère énergétique, d'abord,
complexifie beaucoup les négociations pour la CCIAG et le tiers, puisque ce dernier doit faire face à un scénario plutôt compliqué. Il doit composer avec les objectifs différents du LNCMI, de la CCIAG, puisque l'insertion de cet acteur doit se faire avec d'importantes négociations sur les différents critères. Et d'autre part, la formation d'un consortium semble satisfaire toutes les préférences du LNCMI, d'une part, et le critère économique de la CCIAG. Le fait que le critère économique facilite des accords est encourageant, puisque d'une part, il intègre d'une certaine façon le critère énergétique en termes de coût d'énergie consommée et produite, et parce qu'il est souvent le critère privilégié en termes de prise de décision. Donc on considère que cette matrice est un outil pertinent pour visualiser facilement les possibilités d'accord entre acteurs. Et ce sera ma dernière slide pour conclure. Cette étude, elle a illustré l'application d'une approche multi-acteurs à la conception technico-économique d'un système de récupération de chaleur fatale. Un de nos objectifs principaux était d'identifier la configuration d'acteurs la plus prometteuse, et on a constaté que ce sera un consortium entre LNCMI et CCIAG. Nous avons cherché à identifier le critère qui facilite le plus grand nombre d'accords, et il s'agit du critère économique. On a cherché aussi la conception technique la plus prometteuse, et apparemment c'est celle à 85 degrés avec stockage 20 MWh. Ça, je vous invite à lire le manuscrit si ça vous intéresse. Et enfin, on avait l'espoir de proposer des outils pour faciliter la phase de négociation. La matrice croisée semble un outil pertinent, tout comme le radar qui est présenté dans le manuscrit. Et cette étude, toutefois, elle a rencontré certaines limites qu'on cherchera à dépasser par la suite. D'abord, pour optimiser la conception du système, on pense qu'il faut aussi optimiser son pilotage, en intégrant notamment des aspects économiques et multi-acteurs dans le code de simulation du pilotage. Pour aller plus loin dans la phase de négociation entre acteurs, on prévoit aussi d'utiliser la relaxation de contraintes. Et enfin, pour avoir un modèle plus robuste, on cherchera à intégrer des critères d'optimisation additionnels comme l'exergie et éventuellement des typologies d'acteurs différentes. Et toutes ces perspectives peuvent être intégrées dans l'outil Omegalp. Donc voilà qui conclut ma présentation. La bibliographie utilisée est disponible ici. Merci pour votre attention. Merci Sacha. Donc je remercie les orateurs qui, pour l'instant, respectent parfaitement le temps. C'est très agréable. Je n'ai pas beaucoup de travail. Ce qui me permet donc de passer à l'heure la parole au prochain intervenant, qui est M. Alan Laureau, qui est ingénieur en ingénierie environnementale à HES-SO en Suisse et qui travaille avec le professeur Stéphane Genoux, notamment autour du projet du label Groupe IT. Donc, Monsieur Laureau, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, I will speak in English and try to speak in English. I hope everybody can hear me. Oui, on vous entend. Vous pouvez y aller. So what's the actual state in Switzerland about photovoltaic installation? We can see that the world is follow an exponential curve, but Switzerland in orange is more like quite linear now, and even getting little down. It seems, even if the Federal Council in Switzerland has some very optimistic strategy for 2015 in terms of green energy. Main obstacles are the complexity of the process. To install new installation, you need really a lot of papers and the geographical disparity of Switzerland with a lot of distributed grid operators or energy electrical suppliers and different weather type. So Group IT was created by Stéphane Genoux 2 years ago and we made a study to understand what was the main obstacles to put PV. And so lack of knowledge, lack of financial resources, and the fact they didn't know who to talk to. So the problem is not just financial, and we think that Group IT may help people to install PV. So what Group IT offers? It offers a free pre-study, and with the tool I will develop now about to say what are specific installation, what you need on your house, or that after this, if people are interested, they can
have to pay a little bit to have a visit of the house, and then we will use this visit to issue a request for proposal, and after the answers of the best two offers will be sorted and sent to the customers, and answer the question and help to check that the production is good enough as intended. So we created an algorithm written in Python to estimate the optimal number of panels. So with two simulations, one with the best economical return, and the other one is the best self-consumption rate when production is matching the consumption. Of course, it depends a lot of the feed-in tariff, the price of electricity, panel cost, etc. We'll not use the cost prediction of how much cost a kilowatt in this optimization. Just to say the actual state about so here on the left, you can see that more you have PV installed on your roof, cheaper it is per square meter, because you have about 7,000 francs for scaffolding, cabling, moving the material that cannot be divided by, it doesn't depend if it's a big or small installation. But the self-consumption is getting smaller when you install more. Of course, you have just one panel, your self-consumption will be huge. And so with you can see on the second graph the payback time. So if you have one way that's saying in yellow, for example, in Geneva, with a high feed-in tariff, a nice electricity prices, that more you put PV, better it is. But sometimes, especially when the feed-in tariff is not high enough, you have a minimum found here about between about 6 or 7 kilowatt peak installed for the blue curve. So the algorithm will find this minimum. So we get some data, maybe from a survey, to ask mainly the annual electrical consumption of the person, about how many people there is, if they occupy the building all year or just during summer, something like this, if they have an electrical car, if the family status and taxable income, if they want to take into account the fact that there is subvention, tax rebate. We can from the OFEN, is a federal council, Swiss Federal Office of Energy, that say that this roof, the roof has the solar efficiency of each roof section. It takes into account the snow and near and far horizon. We have the help of IG Group SA, who's an engineer and architect. We can make this picture like this, showing that how many panels you can put on the roof. With the calculator PVGIS, get the far horizon and altitude, and we don't have too much detail about the heating consumption with the building. We just have it's easier to find a general way to simulate it. There is little more about for apartment building, because we can have some with apartment and some company with number of apartment and rooms, and for company just schedule office time or 24/24 specific one. Of course, general information about the supplier electricity prices, tax information about
for the commune mainly. And general parameters, the main one is system informed performance fixed at 15%. So just to be clear, there is what we have now is annual consumption and annual production per square meter, and we need to transform those two numbers in a two profile of. We choose to have to work on with a wholly profile, so 8,760 line, and we'll get the main output of the procedure will be, like I said, two different scenarios. Well, optimizing the NPV or net present value, or the self-consumption with the constraint that the annual production must match the annual consumption. We'll say too that how much, some information about run back time, production, investment, how much it costs, NPV, EIR in both scenario cases. So how it works is we pre-calculated the 763 profile with 9 slope and 7 azimuth possibility. We modify this profile to consider the far horizon and then the snow, and we wait to match the solar efficiency. And so we have 8,760 lines per X column, where the X is the number of roof section. Every time it's weighted to get 1 kilowatt peak of production per column. The snow is it's approximative. We use just for example, like less than 1,000 meters with 0 weeks, and Zermatt with it's high mountain and quite in the dark during winter. It's 10 weeks of snow, and Montana is same altitude, but in the sun, very sunny during the winter, is 5 weeks. So to explain the profile of consumption, we use DHW, the domestic hot water of people, saying that it's 840 kilowatt per adult, a little less half for children. We change it, depends on the type of heating, electric, heat pump, or other, gas, wood, etc. We do the same. The same for the heating. The heating is based on the annual electrical consumption with different calculation. We check that if you have an electrical heating, it's about 50% of your electrical consumption will go to for the heat. If you have a heat pump, this ratio will go down to 34%. It depends. You can add an electrical car, and the base is the remaining of, for example, electric device, etc., light, etc. And so, with this number, final number, we will after repartition over a year, the DHW will be in morning, noon, evening. Heating will be would depend about the outside temperature. Electrical car will be a weekday in the evening, and weekend during the afternoon and during the day. And the base is from the real consumption data of typical apartment with we choose some with a little classical repartition with a little spike at noon and during the evening, and a smaller one in the morning. And the occupancy, if it's during the house is inhabited during all the day or for whole years or not. It's a little detail about apartment building. It's more about statistic about how many people there is in a specific number of room apartment, and the heating is not based on a ratio, but just on
how much surface is an average room that is in an average specific number of apartment, and it's using 70 kilowatts per square meter for the heating consumption. For a company, we don't simulate heating or DHW because it's not enough precise, and everything can be change so much between one company to another. But because there is not a lot of companies who answering group it, and if they want to have to give us information, we can take it into account. I used SciPy Optimize to find a solution with high self-consumption rate. Problem if any roof section can be used. So I will show you directly the result of the see if it's inaccurate or not. So for the production, so it depends about the weather. The weather, if we see this one, for example, in April and May, its measured consumption is bigger, but in April and May, the sun too was more than the average. So for the production, it's good. For production in summertime, it's in altitude in mountain. We have production has followed quite nicely the simulated one, except for the snow. We see that in 2020, the snow was more in March, and it's March where there was snow on the roof and not in December. For daily production, it's difficult to know for sure, but the shape is good and match the data one. Let's see, there's another production in Sierre. So there is maybe a problem now. You can see a problem with the average radiation data used, and so there is not enough difference between maximum and minimum. We have the shape is good followed, but not. There is much more differences in real data than what is simulated. Here, something for the consumption from somebody with electric heating, and we see that it's going good, unless expect during March, or maybe it was there and not in holidays. So daily consumption. The shape is very difficult to see if it's a good one. We see that maybe during it's in the morning, even if it's very cold enough, the simulation says that the heating must be used at this time. Maybe with the sun or something like this, the heating could be stopped, and so it's something to will be taken into account for next for the upgrade of the algorithm. Perspective would be to develop this tool for self-consumption cooperative with to do quite the same work, but with more than one person, one building, with to take into account people with building with or without PV, and to have a same result, but with the total energy community. So for the conclusion, there is still things to do. We have new data that's come from just last year, from about July for the oldest one, and so with more information, we'll get some. We'll be able to have more to upgrade the algorithm and find a tool that will help people choose if the PV installation is a good or not so good thing on the house. Oh, thank you. Sorry for sometimes I do not finish my phrases. Sorry. Monsieur Louraud, merci pour la présentation. Je vais maintenant passer la parole à Julien Pouget, que j'invite à venir prendre part parmi les administrateurs de la session. Donc, il va s'en charger. Donc, Julien Pouget est un expert des systèmes énergétiques
qui a connu une carrière dans l'industrie et qui est maintenant professeur à HES-SO. Et en tant qu'organisateur de la conférence, ça nous intéressait d'avoir son regard sur les 4 présentations et son analyse, ses questions aux quatre intervenants avec une vision énergie appliquée, ingénieur, sachant qu'effectivement, on part ici, dans l'esprit de la conférence, des compétences avec une vision interdisciplinaire, partant des compétences portées par les acteurs à un niveau, jusqu'à la modélisation qualitative, quantitative, l'optimisation, la prise en compte des jeux d'acteurs et l'instrumentation à destination des communautés énergétiques, d'outils comme ça a été présenté dans la dernière présentation. So let me say some words about Julien Pouget. He is an expert in energy system. He had a career in industry. He is now a professor at HES-SO. As organizer of the conference, we are very interested that he brings his expertise regarding the presentation we had. The first one oriented on the skills, on the need of skills, which is mandatory for the deployment of energy communities. And after that, presentations going from qualitative modelization to quantitative modelization so that the stakeholders can have the tools to planify and to manage the project. So it's up to you, Julien. Thank you very much, Frederic. Thank you very much for this invitation and for your 4 presentations. Je tenais vraiment à vous remercier de l'invitation que vous me faites pour pouvoir discuter avec vous autour de ces sujets qui sont effectivement importants sur la communauté énergétique. Je remercie bien également les présentateurs pour leurs 4 présentations qui ont été claires et particulièrement intéressantes. My first synthesis is based on the complementary, on the link between these 4 presentations. In other times, Yael present different problematic with skill needs. The problematic is clear because we have several skills, project management, technical skills, financial problem to solve, and a problematic with the policy on the legal constraints. Pour cette première présentation, moi, ce que j'ai retenu, c'est que une des problématiques des 2 compétences que l'on avait reposait essentiellement sur les problématiques complémentaires de compétences associées les unes aux autres pour pouvoir mener à bien les projets énergétiques. Tout aussi bien des compétences parfaitement maîtrisées que des compétences que la gestion de projet ou les compétences techniques, mais qui viennent déjà se compléter avec des problématiques financières et de contraintes réglementaires. Ces aspects-là ne doivent jamais être négligés parce que, au-delà des aspects techniques qu'on peut avoir pour nous, on peut rencontrer de réelles difficultés sur ces autres écueils et on a un réel besoin, effectivement, de compétences, de personnes compétentes capables d'amalgamer tous ces sujets-là. Yael, for your presentation, I have just 1 question. You speak about the different needs of skills, but how to apply these new skills in the local community, energetic communities. Ma première question, Yael, est vraiment orientée sur le fait de faire le lien entre les compétences que tu as développées pour les rendre accessibles le plus facilement possible au sein des communautés énergétiques qui, elles, sont le vivier qui en ont besoin. Je te laisse la parole et après on essaiera de revenir sur les autres papiers. Ça te va comme ça, Frédéric? Parfait. Do you mean apply in the communities, like to teach in a local sense?
Yeah, my question is about how you develop this new skill in the energetic community. How to try to develop these skills, this new skill in the for this energetic community, not for technical or engineer, because we know this problem, but how to develop this teaching in for the user of the energetic community. Mm-hmm. Well, that's a stakeholder group that we haven't yet looked at, but the user side of things is something that was mentioned quite a lot, especially both among the community energy groups and also local authorities. So for local authorities in the UK, the adult and social skills is a big sector for all councils, and for them it's their responsibility to facilitate this. And often they work together with the community energy groups to do this together. And having the community energy group as a site is a great place for this to happen. You know, they've got the area where they can learn practically and see things in action. Does that answer your question? Yeah, thank you very much. For the second part, I am happy because we have seen 3 applications. The second paper is oriented on the modelization of the constraint with the several actors. And after we have 2 presentations on a study case. First study case on the thermal valorization at an urban district, and after we have a final presentation on the valorization to the individual house to develop the energetic transitions. In the if I have a good understanding, you present your work to have a classification of the different constraints, and after you can develop an optimal formulations to integrate it in a mathematical model to solve the better solutions. Ce qui m'a intéressé dans la deuxième partie, c'est qu'on était un petit peu plus sur la partie outils. Alors les compétences, on va en avoir besoin, ça c'est naturel. Par contre, on a effectivement aussi besoin d'outils parce que d'un côté, nos communautés énergétiques ne sont peut-être pas encore suffisamment dotées d'outils accessibles. À la base, ce ne sont pas forcément des gens du domaine technique, mais c'est les premières personnes concernées. Dans ce cadre-là, on a pu voir un premier travail de Lou qui nous a permis de voir de quelle manière elle pouvait intégrer un petit peu mieux toutes les contraintes des différents acteurs, des différents utilisateurs. À partir de là, ça offre une possibilité de modéliser et de formuler les différents problèmes que l'on a dans nos sujets énergétiques qui peuvent se décomposer à 2 échelles. Plutôt une échelle, je dirais, du quartier, où on va chercher à effectivement, au travers des travaux de Sacha, de présenter des moyens de valoriser cette énergie perdue pour la revaloriser avec des différents modèles de financement, d'investissement qui permettent de trouver un nouveau compromis et de nouvelles solutions économiquement rentables avec des gens qui co-investissent et qui ont un intérêt à utiliser cette énergie perdue. De l'autre côté, on a une présentation autour des travaux d'Alan sur les aspects de groupings qui permettent en fait de répondre aux besoins des individus au sein de leur maison pour pouvoir les équiper en panneaux solaires. On retrouve ce qui a été évoqué dans le premier papier avec toujours nos problématiques économiques, nos problématiques techniques, de management de projet, mais à une échelle différente. Et là, on voit bien l'importance des outils
que peuvent apporter à ces communautés, parce que c'est pas toujours des gens qui maîtrisent tous ces sujets-là. Et donc, à partir de ces outils-là et des compétences associées, on peut envisager d'accélérer un petit peu la transition énergétique. Lou, moi, j'avais une question à te poser. Tu as beaucoup évoqué les méthodes de classification. Par contre, comment est-ce que tu associes les différents acteurs qui n'ont peut-être pas forcément une compétence technique au suivi, en fait, au résultat? Est-ce que tu te permets de revoir certaines classifications? Comment tu fais évoluer un petit peu ta méthode pour t'assurer qu'au fur et à mesure du temps, la vie des personnes est bien prise en compte sous le bon format, de manière à pouvoir répondre à leurs besoins? Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, on t'entend bien. Donc effectivement, excusez-moi, j'entends mon écho. Effectivement, on ne va pas proposer un modèle à un instant T. Effectivement, les acteurs, donc on va pouvoir identifier de nouveaux acteurs. Ils vont avoir des objectifs qui vont évoluer au cours du projet. Et c'est pour ça que, au lieu de proposer vraiment une modélisation, l'idée c'est de proposer une bibliothèque de modèles. Et l'idée, c'est que les parties prenantes soient en capacité de dire, voilà, moi, c'est ça mon objectif et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que deviendrait mon projet si je porte ces objectifs, si je porte ces contraintes. Mais on a, comme vous venez de le dire, toute la difficulté que justement les nouvelles parties prenantes, notamment dans les communautés énergétiques, ne sont pas forcément des acteurs historiques de l'énergie, n'ont pas forcément les compétences techniques. Donc, c'est une petite expérience, mais ce qu'on a commencé à proposer, c'est une interface graphique pour permettre aux acteurs de définir le modèle de leur projet. Donc, pour l'instant, l'interface graphique, elle est purement technique, mais l'idée, c'est effectivement d'y associer les acteurs et possiblement leurs objectifs et leurs contraintes. Voilà, la complexité du projet rend difficile l'accès à des non-experts, mais c'est l'enjeu pour moi pour pouvoir continuer à développer des projets adaptés à l'ensemble des parties prenantes. D'accord, merci beaucoup. Du coup, on va rebondir un petit peu sur cette question. Si vous permettez, on va peut-être essayer de comparer un petit peu les travaux entre Sacha et Alan. To develop the discussions, I propose to compare the problematic on the work of Sacha and Alan between the two different scale, district or private house. Sacha, can you speak about your result, how to present this result, and how you develop the connection between the different actors of the project je vais la faire en français. Excusez-moi. Du coup, Sacha, ce que je souhaiterais voir un petit peu, c'est toi, quels ont été pour toi tes écueils dans ton développement de modèle et comment tu as pu présenter ton modèle et les résultats qui en découlaient, en sachant que tu avais a priori peut-être plutôt des acteurs identifiés très clairement et qui, dans leur structure, ont quand même des compétences à analyser les aspects techniques et économiques. Quels sont été tes points un petit peu de difficulté pour pouvoir présenter tous ces résultats-là? So I'll answer in French and try to summarize afterwards in English. Et je laisse le soin à Lou de compléter ma réponse si besoin, puisqu'elle a porté aussi ses travaux avec Jaume Citeau, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Pour répondre à la question, en fait, c'est un travail de fond là, sur ce projet de valorisation de chaleur fatale, où on a des acteurs identifiés et, comme je le disais un peu au début, le fait qu'on arrive avec des nouveaux réseaux de chaleur, plus basse température, capables de capter des énergies renouvelables et de récupération, ça fait rentrer dans la danse quelque part des acteurs qui n'étaient pas historiquement impliqués dans la production de chaleur. Par exemple, l'NCMI, son boulot, c'est de la recherche. Et c'est de faire de la recherche avec des champs magnétiques intenses, c'est pas de produire de la chaleur.
pourtant, aujourd'hui, c'est un producteur de chaleur, quelque part. Et là où je dis que c'est un travail de fond, c'est que les objectifs, les contraintes de chacun des acteurs, comme on a pu le présenter, qui sont assez différents selon les différentes modalités, il a fallu bien creuser pour voir comment on pouvait arriver à un accord. Et finalement, là, les travaux qui sont présentés, c'est la dernière version, quelque part, de l'avancée de ces négociations, qui sont toujours pas résolues, sur lesquelles on continue à travailler, où on essaie de trouver un accord qui convienne à tout le monde concrètement. Et là, les outils qu'on propose, donc l'outil de matrice et puis l'outil de radar qui est présenté dans le manuscrit, ça permet un peu de voir quel niveau de négociation sera acceptable pour chacun des acteurs, et continuer à construire ça de manière ouverte pour partager ça avec tout le monde. Peut-être que Lou, tu veux ajouter quelque chose? Si tu peux. Lou, est-ce que tu as entendu la demande de Sacha? Désolée, c'est un peu long. Non, mais non, je suis d'accord. Ok. Est-ce que tu peux illustrer un petit peu plus tes propos, quelles ont été les relations que tu as eues ou que tu as dû avoir des points de difficulté? Est-ce que c'était plutôt la communauté technique? Est-ce que c'était plutôt les investisseurs? Qu'est-ce que ça t'a obligé à identifier un petit peu comme jeu d'acteurs autour de tout ça? Tout l'ensemble du jeu d'acteurs, on a été obligé de l'identifier puisque, comme je disais, on a d'un côté un laboratoire de recherche dont c'est pas le métier de produire de la chaleur, mais qui essaie de rentrer là-dedans avec ses compétences de laboratoire de recherche, mais pas d'organisme financeur de ce genre de projet, d'organisme organisateur, pas de connaissances dans les modèles financiers. D'un autre côté, une compagnie de chauffage qui a une mission de service public, de fournir de la chaleur à un prix constant à des utilisateurs. Donc, c'est pas du tout les mêmes missions. Là où le laboratoire aussi doit fournir un champ magnétique de qualité aux chercheurs. Deux missions différentes. La compagnie de chauffage elle-même qui est délégataire de services publics auprès de l'autorité locale. Donc, bien comprendre toutes les articulations entre ces acteurs-là, leurs obligations contractuelles aussi. Et essayer, en fait, d'arriver à des objectifs communs via des réunions, via de l'échange. Et là-dedans, on a été aidé. Moi, personnellement, j'ai des compétences techniques et on a été aidé justement par le laboratoire PAC pour comprendre ces jeux d'acteurs-là et les obligations contractuelles aussi de chacun des acteurs. D'accord, merci. On voit que là, on était sur un exemple où on a encore des acteurs identifiés qui sont assez importants. Alan, toi, tu as eu affaire, si je ne me trompe pas, à vraiment, je dirais, l'utilisateur final, le particulier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment vous avez réussi à dynamiser toute cette personne-là, parce que du coup, il y a aussi un aspect relationnel, ce que j'évoquais un petit peu sur la première question à Yael. Comment est-ce que vous avez pu, dans votre démarche, arriver à entraîner toutes ces personnes-là pour pouvoir arriver à proposer une solution qui est en train d'être mise en œuvre? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît? Donc, apporter des nouveaux... la recherche de personnes qui est intéressée par Groupie, c'était par un canal de la télévision. Stéphane Genot était passé à la télévision. Donc, et puis ce qui nous a apporté un peu 2000 personnes pour le premier projet Groupie. C'était plus, c'est trop, surtout pour la première fois. Et puis maintenant, on travaille plutôt avec des communes directement pour proposer... le but à terme, ce serait de franchiser Groupie pour puis travailler avec des communes, pour l'instant, pas trop grosses encore, comme Sierre, pour les plus grandes, mais Genève, ce sera encore trop grand pour l'instant, pour leur permettre d'avoir un outil et les accompagner et c'est eux qui vont après chercher, c'est la commune qui va chercher les nouveaux, des personnes intéressées via des tout-ménages ou c'est des moyens de communication qu'elles préfèrent. Ok. Donc, ce que tu évoques, c'est plutôt les actions de communication que vous avez autour de tout ça. Et après, en termes de relations de proximité, vous avez pu bénéficier d'aide ou ça a été compliqué pour faire le relais vers tous ces particuliers?
Non, non, une fois que la commune est impliquée, et surtout à la commune de gérer, qui va gérer ça, puis donc, ça dépend, il y a des communes, enfin, je ne sais pas si c'est la commune ou si les personnes de la commune sont plus intéressées que d'autres. Bien sûr, il y a des villages communaux qui sont très bien orientés dans le soleil et autres, comme Assières et autres, qui vont sûrement mieux marcher qu'une commune qui sera au fin fond d'une vallée. Mais au sujet de grouper, donc il y aura une session de la session numéro 7 de conférence le 8 septembre. Il y aura donc une description de Groupit complète pour ceux que ça intéresse. Et pas seulement sur l'algorithme, l'outil de calcul. Ok. Merci beaucoup, Alan, pour ces précisions. Thank you very much for your presentation. I'm very happy because we have a real challenge to develop the new competence, to develop new tools. Each speaker want to integrate the real use things with a different approach, not a classical approach. We can use the thermal losses of a system to valorizations in the district, and we now to contribute to interconnect this work and develop a special communication on this energetic community. And this conference is a very interesting opportunity to develop these relations. Thank you, Frédéric. Merci Julien, merci pour ce jeu d'analyse et de questions-réponses très intéressant, avec, je pense, une mise en évidence d'une question centrale dans ton questionnement. C'est comment va-t-on jusqu'à l'implication de ce nouvel acteur qui est le citoyen consommateur, qui a vocation d'être l'un des piliers de l'innovation des énergies communities. Donc, effectivement. So thank you a lot, Julien, for your analysis on your question. We feel that in your vision, in your questions, one key question is how to involve the final customer, the final consumer, and the final new producer of energy that will be the citizen. We will now try to organize the discussion between the audience and the speakers. I ask Yael to come back because the audience has some question for you. Maybe the first question, Yael, can you come back? Hello. Very nice. There is a first question of Lou, a publisher. Normally you will discover the question. Yeah, I can see. So the question is, even it is not your main subject, have you already identified with your interviews if some skills are missing if some skills are missing? If yes, have you examples? So. Okay, so is this, I understand, is certain skills are missing in specific types of energy projects? Yes, I think the question is maybe what are, from your feedback, from your analysis, what are the main competencies that are missing? And maybe I would add some complementary aspects. Should this competence be supported by new players, new actors, or should these competencies also be supported by final customers, citizens, prosumers? To address that first, there's definitely a big space for new entrants in the market when it comes to creating business models and setting up the kind of financial side of things and the structure of the project.
And I think there's a few intermediaries in this space already, but that's definitely a space that they will fill more in the future. And generally, in almost all the groups that we spoke with, there's always an engineering background in the team. And I think this might just be because if you're working in this industry as an engineer, you have the understanding of energy and efficiency and the importance. So you have this background, and it will drive you to want to set up the community energy project in the first place. So for almost all projects, that side was covered. And I think it just varies really. Like you might have a lawyer on your team, and that would be really helpful. But it can also depend on the locality and the types of technologies that are available to you. So if you're on the coast, then you might be using hydropower, or you've got a river nearby, or using different technologies than if you're just inland. You might just use solar or maybe wind. And this can vary, but the common thing among all groups is the soft skills, communication, leadership, negotiation, procuring, other expertise, and just general project management. Okay, very interesting. Maybe there was another aspect put in the chat, and maybe you can give some complementary explanations. It seems that you are still searching volunteers to answer to a questionnaire. So can you say us some word about this? Yeah, so the questionnaire was formed from the results of the interviews. So the themes I mentioned, the 12 themes, each had some skills that are required, identified within the theme, skill shortages, and the factors that relate to developing community energy groups, and also any training needs specific to each theme. So we collated all of this together and put it into a survey, which should take about 20 to 25 minutes. And it's mainly just like a tick box exercise, choosing on a scale of agree, I'm not sure, disagree. And yeah, it would be great if you could all fill it out for us. Ok, thanks. So, donc, comme vous l'avez compris, l'Université de Bristol a mis un questionnaire en ligne qui prend 20 à 25 minutes pour continuer à alimenter leur réflexion. Donc, je vous invite à aller voir et y répondre dans la mesure du possible. Donc là, je vais appeler Lou et Sacha. Ouvrez vos micros, il y a un certain nombre de questions pour vous. So Lou, a first question for you. In English, please. What tools do you recommend to start with modeling and simulation on simulating energy markets? So I won't answer to the question, I'm so sorry, because I think it needs more time to be able to really answer to this question, because energy markets could be really complicated. But what I could say is that I've seen during the first part of my PhD lots of optimization tool or simulation tool, and you have also studies like explaining which would be the best considering your objectives. So the question is to do what, and the second answer would be next week on Tuesday morning. We talk about digitalization and also blockchain, and I know that blockchain could be a real tool. So it's not but it's a tool to link with energy market. So maybe they could answer more to your question, because energy market is, you have lots of exchange to do. So yeah, it's not. So yeah, I hope it's enough. Ok, merci Lou. Peut-être une question qui suit. Voilà. Que peux-tu dire sur qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui suivent des communautés énergétiques et qui seraient intéressés par suivre les travaux?
Donc déjà, il y a Nelly Valence qui a indiqué sur le site d'EcoCESA qu'il y avait nos présentations portées, en tout cas présentées dans le cadre du projet EcoCESA. Moi, en tout cas, dans le cadre de mes recherches, j'ai analysé pas mal de... En fait, je me base sur des travaux d'autres chercheurs. Donc, il y a des thèses, notamment celle de Flora Aubert, dont je parlais plus précisément, qui en fait analyse les communautés énergétiques. Donc, ça, c'est plutôt d'un point de vue très analyse, je dirais. Et après, pour la conception de projets, eh bien, dans le cadre d'EcoCESA, on est en contact avec différentes startups qui accompagnent les communautés, qui cherchent à accompagner les communautés énergétiques. Voilà. Donc, si vous, j'ai mis mon mail tout à l'heure, si vous, enfin, vous pouvez nous contacter pour avoir d'autres informations là-dessus. J'espère que la réponse est suffisante. Très bien. Question suivante que je vais poser à Lou et ensuite à Sacha. Alors, je vous laisse découvrir le texte, mais la question, c'est comment finalement se positionnent vos approches, celle d'abord de Lou, puis celle de Sacha, avec les approches de modélisation multi-agent. Je vais poser la question, enfin, traduire la question en anglais. The question is, what is the position with ADA simulation approach using multi-agent paradigm. Donc, je te laisse d'abord Lou répondre et puis je laisserai Sacha aussi répondre sur ces questions. Je suis convaincu que vous avez l'un et l'autre des choses intéressantes à dire à l'audience. Je trouve que c'est une excellente question que j'ai essayé de répondre, à laquelle j'ai essayé aussi de répondre et je réponds. Je souhaite répondre. Donc l'idée de la modélisation multi-agent, en fait, on est sur le même principe qui est d'intégrer les acteurs dans les outils. Enfin, en tout cas, une partie des acteurs dans les outils et des réactions des acteurs pour les systèmes, pour la modélisation multi-agent. Ce que je dirais, c'est que là, dans les travaux sur lesquels je me base, on est vraiment en première phase de design, en phase de pré-design, où les acteurs ont beaucoup de questions encore. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qui ne sont pas décidées. Et c'est un peu, d'un point de vue outil, la différence que je ferais entre simulation et optimisation. Nous, on a choisi d'aller vers les outils d'optimisation parce qu'ils peuvent intégrer beaucoup de variables, donc beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore et proposer une solution ou un ensemble de solutions. Et donc, on est vraiment en phase amont du projet. Et donc, ce que je propose, en fait, c'est d'essayer de formuler des contraintes et des objectifs de manière générique et non pas d'essayer de dire un acteur va réagir de cette manière s'il se passe quelque chose. Donc pour moi, l'approche que je propose, elle est beaucoup plus en amont de ce qui pourrait être fait avec de la simulation multi-agent. Mais je dirais que quelque part, ça se complète. Ok. Sacha, quel est ton... Oui, alors, moi je suis peut-être... Sacha, je t'interromps. Juste où, est-ce que tu veux bien traduire ta réponse en anglais pour nos collègues anglais? Sorry. Tu prépares ta réponse. Sorry. So I was saying, just to summarize, is that simulation multi-agent multi-agent simulation meant that you have like stakeholders and you are integrating it to the model. The fact that stakeholders are acting that way if there is this situation. And what I was saying is that in the tools I'm developing, we are at the beginning of the project, and so it's different. It's difficult to say these stakeholders will do that in this condition, but we could say, as a stakeholder, I think that my objective is that, or I think that my constraints are that. So for me, it's a step before the simulation, the multi-agent simulation, but both are complementary. Ok, Sacha? Oui, j'allais dire que... So I'll start answering in French and
than in English. Je vais dire que je suis sans doute moins familier des systèmes multi-agents que vous, donc je commence par applaudir sa réponse et je vais essayer de donner peut-être un point de vue différent et peut-être plus naïf. Déjà, je suis curieux de savoir l'outil qui est évoqué. Un outil qui semble émerger de cette approche et qui se base sur les systèmes multi-agents. N'hésitez pas à partager cet outil, ça nous intéresse. Et effectivement, comme dit Lou, nous, on se place en phase d'optimisation, ce qui permet de laisser beaucoup de variables libres et du coup d'explorer différents scénarios énergétiques. Et aussi, peut-être, il y a cette notion que j'aime bien de model in society versus society in model. On essaie de mettre des modèles, peut-être oui, effectivement, de recherche opérationnelle à disposition de la société et de faire en sorte de le faire le mieux possible. Et c'est peut-être, donc c'est une approche différente, effectivement, de mon côté, de faire entrer les acteurs dans le modèle. Ça, c'est plutôt ce que fait Lou. Et sur la notion des communs qui est évoquée, je suis justement en train de lire un article là-dessus sur les communs numériques et le fait qu'on essaie aussi de participer à ça en fournissant des outils open source. L'article que je suis en train de lire et que je n'ai pas fini, donc je ne vais pas trop m'avancer dessus, de Vassilis Kostakis de 2018, qui parle de la convergence justement des communs digitaux, où on peut justement fournir des outils open source pour aider à la gestion des communs et aider à la transition. And in English, yeah, so as I was saying, I'm not very familiar with multi-agent simulation, and I join Lou's opinion about it. And I was saying that regarding my work, I'm trying to put the model into society rather than the society into the model, and to do it in the best way possible. And to do so, one of the interest is to provide open source tools, as publication I'm currently reading of Vassilis Kostakis. The name of the publication, I'll write it in the chat, is The Convergence of Digital Commons with Local Manufacturing from a Degrowth Perspective. So basically, how to provide common knowledge to manage commons, generally speaking. Ok, merci Louis Sacha. Je me permettrai de rajouter un petit commentaire. Pour moi, les travaux présentés que je connais bien, s'intéressent plus à aider les acteurs à formuler leurs contraintes, leurs objectifs et à gérer leurs négociations qu'à modéliser le comportement même des agents. Et pour moi, la modélisation multi-agent vise à faire des modèles du comportement des agents, ce qui n'est pas ce qui est visé ici. Ce qui est visé ici, c'est effectivement plutôt d'aider les acteurs à formuler leurs contraintes, leurs objectifs et à les négocier et à trouver les contraintes à relaxer et les objectifs et les compromis dans les objectifs. Maybe a comment regarding the work of Louis Sacha that I know well. For me, in those works, the problematic is more to help the stakeholders to define, to negotiate the constraint, to relax eventually the constraint, to negotiate the compromise, the combinations, more than making a modelization of the behavior of the stakeholder. Et du coup, je pense qu'en enfilade, il y a la question de Gilles Dubizet qui me paraît très intéressante et à laquelle je ne sais pas bien répondre. Je ne sais pas si quelqu'un sait répondre. Il y a donc une intervention d'un collègue qui propose un outil du CIRAD et qui semble sans doute avoir une réponse à cette question. C'est comment la simulation multi-agent est utilisée dans les processus de décision réelle. Des exemples. Je pense que c'est une question intéressante et que je me pose moi-même, c'est-à-dire comment peut-on utiliser la simulation multi-agent intégrée dans les processus réels. Donc j'invite le collègue du CIRAD à taper les réponses dans le chat et je vais appeler le dernier intervenant, Monsieur Laureau. J'avais une question à vous poser. Donc on voit qu'effectivement vous apportez ce qui est très important, c'est-à-dire
fait d'impliquer le consommateur final avec sa capacité à mettre à disposition un toit et à investir dans un équipement. Vous, a priori, j'ai compris dans votre démarche que, notamment concernant la courbe de consommation, vous construisez une courbe a priori que vous confrontez ensuite aux mesures. Est-ce que vous avez envisagé de partir aussi des mesures de la consommation chez l'usager qui sont de plus en plus disponibles, puisque maintenant, en France en particulier, on a des compteurs comme le Linky qui permettent d'avoir l'historique de ses propres mesures et de les mettre à disposition à un tiers pour justement dimensionner son installation au mieux. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait dans GroupIT? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? So my last question is for Alan Loro. His presentation is very interesting because he put on the table the tools needed for involving the final consumer so that the final consumer can invest, can bring his roof on his potential of production. Regarding the curve of consumption, as I understood, and if I understood well, this curve is based on scenario, and the sizing is not made by using the measurements. So my question to Monsieur Louro is, do you have in mind to use the real consumption of the final user to make the sizing, this consumption, knowing that this consumption will more and more easier to have, since there is in all Europe the deployment of smart meters that allows to have the history of consumption of each citizen, of each consumer. Alors, si un jour on a une personne qui n'a pas de PV qui veut en mettre et puis qu'on a sa consommation, ça peut être intéressant de travailler dessus. Bon, il y a deux problèmes. C'est qu'un, on a besoin d'un système, d'une franchise, donc d'un système automatique qui permet de faire des préévaluations de plusieurs centaines de personnes à la fois. Donc, on ne peut pas être trop dans les cas particuliers. Et puis ces mesures, on va plus les utiliser maintenant qu'on commence à en avoir pour améliorer la courbe de consommation. L'algorithme en général. C'est dur à dire. Enfin, ces informations pour SACO, elles viennent de plus en plus Par contre, elles sont encore assez difficiles à apprendre. Nous, on a encore un système assez simple. Enfin, on va demander aux personnes qui ont installé leur mot de passe de nous inviter pour qu'on puisse voir leur consommation, ce qui n'est pas aussi donné par pas tout le monde qui veut le faire. Mais donc, on va les rechercher pour l'instant à la main. C'est différentes personnes. Très bien. Je vous invite peut-être à faire la réponse en anglais aussi, nos collègues anglophones. For the moment, of course, if somebody without PV installation who has a consumption profile, it would be interesting to use it. But mainly people with this source data are not available at this time. And we would like still to have something very automatic and generalistic. We can use maybe 100 people at one time to have to make our press study. And so if some particular case maybe would be interesting in terms of research, but not for efficacy to have some for the press studies. Merci. Alors, je rajoute je vous invite à aller voir le chat où il y a une contribution de Lou Morier concernant la modélisation multi-agent que je voulais publier, mais ça n'est plus possible. Je vous invite à la regarder. Donc, on arrive proche de l'heure finale. On va juste vous introduire les prochaines séances. Alors, pour rappel, nous devions faire cette conférence en présentiel sur Paris entre hier et aujourd'hui, mais dû effectivement
à la crise sanitaire actuellement en cours, on a dû y renoncer. Donc, en fait, le principe de la conférence qui va se poursuivre, c'est d'avoir un certain nombre de séminaires réguliers. Donc là, vous avez le calendrier sous les yeux. Donc, on a ces prochaines séances qui sont là affichées, donc avec une séance le 23 autour des opportunités, des impacts du numérique pour les communautés énergétiques, une séance le 30 de 10 à 11h45 où on va se poser la question de l'interfaçage entre les problématiques de production à l'échelle des énergies communities et les problématiques urbaines. Une autre séance le 7 juillet où on va se demander si les communautés énergétiques remodèlent les pratiques des habitants, des professionnels ou des autorités locales. Une séance le 8 septembre, on s'autorisera quand même à partir en vacances, où on va regarder comment les acteurs du terrain développent des outils qui fonctionnent sur le terrain, outils de type approche d'animation, d'implication. Et on aura la dernière séance le 15 septembre où on se posera la question qui est une question filigrane aujourd'hui de quelle est la place du consommateur dans le design et la gestion des énergies des communautés énergétiques, donc de la vision de l'individu jusqu'au collectif. So, normally this conference should be a conference in Paris. Yesterday and today, as you know, it was not possible. So our idea is now to have a series of webinars. Here you have the program with the next session. So I invite you to come and to assist to the next session. I let you discover the titles of the next session. So it's now time to close this session. I want to thank all the speakers for the very interesting talks. I want to thank Julien Pouget for his very interesting discussion, and thanks to the organization, Nelly, for making this conference, and especially this session, possible. Thank you to everybody, and now I close the session. Gilles is also saying that maybe if we have other contribution, and we still have some, we will imagine to plan other session, and of course you will have the information.